Le Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi et MaTV continuent leur collaboration pour vous offrir une nouvelle saison de l'émission Lumière sur les femmes en sciences. Le Centre souhaite contribuer à bâtir la santé durable par la recherche, l'innovation et la mobilisation des connaissances avec une perspective interdisciplinaire et intersectorielle. Dans cette nouvelle saison, nous poursuivons notre exploration du parcours fascinant de femmes qui ont marqué et marquent toujours le monde scientifique. Avec ces témoignages, cette saison mettra en avant les défis auxquels ces femmes ont dû faire face, ainsi que leur découverte, leur persévérance et leur audace. Issues de domaines variés, ces femmes sont des leaders et des modèles qui apportent une diversité nécessaire à la recherche. Rejoignez-nous pour découvrir l'impact de 5 femmes exceptionnelles. Bon visionnement! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes inspirantes, soit Mary McMillan et Manon Simard. Mais d'abord, nous vous présenterons une entrevue avec Pénélope Paradis-Deschênes, professeure-chercheuse à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Madame Pénélope Paradis-Deschênes, docteur en kinésiologie et spécialiste du préconditionnement ischémique pour la performance sportive. Son parcours académique témoigne d'un engagement incroyable envers l'innovation en kinésiologie. Pénélope, bienvenue au projet Lumière sur les femmes en sciences. Bonjour. J'ai fait quelques recherches Oui. et votre parcours est incroyable. Pouvez-vous décrire un peu votre cheminement scolaire? Pour le cheminement scolaire, d'abord, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université Laval en concentration performance sportive. Et par la suite, j'ai poursuivi avec la maîtrise et au doctorat sous la supervision de Dr François Billot et Denis Johannis. Et vous êtes arrivé à Chicoutimi? Oui, Comment? alors, en fait, j'avais pas encore fait ma soutenance de thèse, que j'ai postulé pour un poste de professeur à l'UQAC. Puis, j'ai réussi à obtenir mon poste là, tout de suite à la fin de mon doctorat. En fait, je dirais que les motivations depuis le début de mes études, ça a toujours été de suivre mes centres d'intérêt puis mes passions, soit le sport de haut niveau et mieux comprendre la machine humaine. En fait, je dirais qu'il y a 2 expériences qui ont façonné un peu plus ma carrière. La première, c'est que j'ai été moi-même un athlète dans les sports de combat. Donc, en vivant la compétition, le stress de la compétition, mieux comprendre les facteurs autour de la compétition, vivre les diètes, les différentes méthodes d'entraînement, bien, c'est sûr que de un, ça a façonné mes motivations pour le sport de haut niveau. Puis de 2, ça m'a permis de comprendre la complexité de l'athlète, tout ce qui l'entoure, et aussi de vouloir faire des projets de recherche qui s'appliquent directement sur le terrain. L'autre expérience, c'est celle que j'ai vécue comme préparatrice physique quand j'ai terminé mon bac avec des athlètes de haut niveau. Et là, j'ai encore pu mieux comprendre tout ce qui entoure l'athlète, comment on peut collaborer avec le physio, la chiro, l'entraîneur, comment aller chercher les différents points de vue, puis comment toutes ces personnes-là doivent faire équipe autour de l'athlète si on veut vraiment aller faire des changements de ce côté-là. Alors tout ça, par la suite, ça l'a fait qu'en recherche, bien, je me suis dirigée vers la performance sportive, mais que je suis aussi intéressée à aller chercher des projets qui vont considérer l'ensemble des facteurs. Je ne suis pas dans mon domaine ici, pas tout. Il y a quelques mots qui peut-être sont un peu intimidants, comme l'idée de préconditionnement ischémique. Oui. Pouvez-vous parler un peu sur ça? C'est quoi exactement le préconditionnement ischémique? Préconditionnement ischémique, tout d'abord, si on s'intéresse au mot préconditionnement comme préparation, ischémique, c'est manque d'oxygène. Donc, préparation au manque d'oxygène. Si on pense au contexte de performance sportive, lorsqu'on va faire un effort intense, on peut avoir des restrictions au niveau de notre apport puis notre utilisation en oxygène. Alors, en performance sportive, ce qu'on voit, c'est l'application du préconditionnement ischémique ou IPC immédiatement avant la performance sportive pour optimiser la performance. Un exemple concret, c'est je fais l'IPC, puis après ça, je m'en vais faire une course de 5 km. Et là, la performance lors du 5 km est améliorée. Alors, je vais faire ma course plus rapidement, entre autres parce que là, mon apport puis mon utilisation d'oxygène serait améliorée pendant la course.
comment on fait cette technique-là concrètement? Si je prends un des protocoles en exemple, on va placer des brassards à tension artérielle autour des membres inférieurs ou supérieurs. Donc, je place le brassard artériel autour de ma cuisse. Je vais gonfler le brassard à tension artérielle à 220 mm de mercure. Ça correspond un peu quand on se fait prendre notre tension artérielle puis que là, ça vient serrer autour de notre bras. Mais là, au lieu que ça relâche, on le laisse comme ça. Donc, on laisse la pression à 220 mm de mercure pour 5 minutes. Et par la suite, on relâche le brassard à tension artérielle 5 minutes. Et on fait ça à 3 ou 4 reprises. Qu'est-ce que ces cycles de compression puis relâchement-là vont faire? Premièrement, quand je compresse, je viens limiter l'apport en oxygène dans ma jambe. J'utilise l'oxygène à ce moment-là. Et là, quand je vais relâcher le brassard, on a ce qu'on appelle la reperfusion, donc le retour de sang. Et là, je crée un stress qui va faire des messages dans ma jambe. Et lors de la reperfusion, le message va être libéré dans mon corps pour dire, en passant, on va manquer d'oxygène, préparez-vous à ce qui s'en vient. En gros, c'est ça qui se passerait dans mon corps. Je vois comment ça peut aider plusieurs athlètes dans leur carrière, mais comment votre recherche peut aider les grands publics? OK. Ça, on sépare, là, parce que tantôt, on a parlé de performance sportive chez l'athlète. Donc, on l'a dit, on peut faire l'IPC avant une performance, et là, la performance serait améliorée. Dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse aussi à est-ce que le fait de faire l'IPC avant, par exemple, des séances d'entraînement peut permettre d'optimiser l'entraînement. Donc, quand on fait un entraînement, on a un stress. Et si on vient augmenter ce stress-là, est-ce qu'on peut créer plus d'adaptation? Chez l'athlète, ce qu'on va voir, c'est si on a plus d'adaptation, on améliore la performance. Dans le grand public, souvent, ce qu'on vise avec des adaptations, c'est l'amélioration de la santé. Donc, à partir du moment où on améliore des adaptations d'entraînement chez l'athlète, bien là, on peut se demander, est-ce qu'avec le grand public, est-ce qu'avec certaines pathologies, on peut créer des meilleures adaptations à l'entraînement et là, apporter davantage de bénéfices sur la santé. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, oui, ça peut être utilisé en performance, mais initialement, le préconditionnement ischémique, c'était utilisé dans le contexte chirurgical. Donc, la première étude sur l'IPC, c'était en fait sur le myocarde d'un chien. Ils ont fait les cycles de compression-relâchement au niveau de l'artère du cœur. Et là, lorsqu'on avait ces compressions-là, avant une ischémie prolongée, donc qu'on coupait l'apport en oxygène pendant 40 minutes, on avait une protection pour l'infarctus. Donc, les dommages qui sont causés quand on coupe l'apport en oxygène. Là, ils se sont rendus compte que si je faisais, par exemple, la même chose sur une artère au niveau du rein, j'avais encore des protections au niveau du cœur. Donc, autrement dit, le message était libéré partout dans le cœur. Et là, tout le monde s'est emballé. On voulait faire ça, exemple, pour des problèmes cardiaques. Si on peut faire ça dans l'ambulance avant d'arriver au niveau de la chirurgie, est-ce qu'on peut protéger le cœur? Donc, il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites pour comment on peut l'utiliser dans le domaine chirurgical, comment on peut l'utiliser avec des pathologies, comment ça fonctionne, qu'en performance. Donc, côté grand public, je dirais qu'on peut quasiment aller chercher plus de bénéfices en connaissant mieux cette technique-là qu'en performance où là, oui, on cherche à gagner des médailles, mais bon, c'est peut-être pas les mêmes enjeux qu'en santé. En tant qu'une femme évoluant dans ces domaines, est-ce que avez-vous trouvé des obstacles plus particuliers? Je dirais que j'ai été relativement chanceuse, donc j'ai pas eu d'obstacle particulier. Par exemple, un moment où je me dis, je vois que je suis défavorisée par rapport à un collègue masculin. Aux études, on avait une direction de recherche qui favorisait autant les étudiants féminins que masculins. Même chose quand j'ai eu mon poste tout de suite après mon doctorat. Je pense que je peux pas vraiment dire que j'ai senti une restriction pour me trouver du travail. Là où on peut voir peut-être plus des obstacles, c'est plus en lien avec la maternité. Parce que le fait que, veut pas la femme, à partir du moment où on décide d'avoir des enfants, il faut porter l'enfant, tous les suivis médicaux en lien avec ça, l'accouchement, s'en remettre. Après ça, si on décide d'allaiter, c'est nous qui se lèvent la nuit. Puis moi, j'ai eu la chance de me lever aux 2 heures pendant plusieurs mois pour les 2 enfants. Fait que c'est sûr que ça crée une fatigue qui peut faire que si j'entends des collègues masculins dire que le congé de paternité est un des moments les plus productifs dans leur carrière, je pense que le congé de maternité n'est pas un moment productif au niveau de la carrière. Vous avez dit avant que vous avez pris un congé maternité? Oui. OK. Et généralement, quand on parle sur les femmes en sciences, oui, on parle toujours de la maternité, quelquefois comme un obstacle. Mais est-ce que la maternité, pour toi, est-ce qu'elle a
est-ce que la maternité pour vous, est-ce qu'elle vous a aidé dans votre travail de quelque façon? Bonne question. Je ne sais pas si je vais le voir plus tard en me disant j'ai développé des habiletés. Je pense que je m'habitue au manque de sommeil. Performer avec le manque de sommeil, sinon apprendre à jongler avec plusieurs choses. Peut-être que d'ici 5 ans, je vais dire oui, la maternité m'a aidé à développer tel ou tel aspect, mais je pense que de toute façon, dans la vie, on veut avoir un équilibre parce que là, on parle de recherche. Oui. Ma carrière me passionne, mais pour avoir un équilibre et être capable de fonctionner, je pense qu'il faut avoir plein d'intérêts. Pour moi, avoir des enfants, c'est quelque chose que je voulais dans ma vie personnelle, comme avoir d'autres centres d'intérêt. Donc, de là à dire que j'ai eu des enfants pour que ça m'aide, je pense pas que ça m'a aidé dans ma carrière en recherche. J'aime pas dire que ça me nuit parce que là... Mais je pense pas que ça m'a aidé. Mais en tout cas, pour moi, pour mon équilibre, c'était quelque chose que je voulais. Si vous pouviez apporter un changement significatif à votre profession, quoi serait ça? Changement significatif, je dirais que pour l'instant, je suis encore sur mon petit nuage. Je veux dire, je viens d'avoir mon poste comme je viens. Ça fait 3 ans, là, mais je suis encore dans le... J'aime mon poste, j'aime être professeur, chercheur. Fait que je peux pas dire pour l'instant que j'ai vu un élément négatif que je changerais absolument. Par contre, je pense que comme tout chercheur, ce qu'on aime faire, c'est prendre du temps avec nos étudiants, se poser des questions, développer des projets, réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait faire. Alors, si on avait moins de temps à passer sur les demandes de financement, de subventions, puis vraiment juste à être concrètement sur le terrain, à faire de la recherche, c'est ce que je ferais. Mais bon, on est quand même dans un monde où on doit aller chercher des sous pour faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mary McMillan est une infirmière pionnière dans le domaine médical. Elle a un grand impact en plus d'être la mère de la physiothérapie. McMillan est née en 1880 au Massachusetts d'une famille écossaise. McMillan a été élevée par sa tante en Angleterre où elle a poursuivi ses études. Elle a d'abord étudié au College of Physical Culture de Liverpool en rééducation physique, puis à Londres où elle a poursuivi des études en neuroanatomie, neurologie et psychologie. En 1917, McMillan est retournée aux États-Unis et a accepté un poste au Children's Hospital de Portland où elle offrait des massages et des exercices thérapeutiques aux patients orthopédiques. Durant cette période, de nombreux soldats américains blessés étaient renvoyés aux États-Unis pour recevoir des soins. Afin d'apporter son aide, McMillan a prêté serment dans l'armée américaine en tant que première aide à la reconstruction, l'appellation de l'époque pour physiothérapeute. Elle fut donc transférée à l'hôpital général Walter Reed à Washington, D.C., où elle créa le premier département de physiothérapie dans un environnement où personne ne connaissait la physiothérapie. Elle a donc dû vendre sa technique de guérison aux médecins et aux patients qui étaient initialement sceptiques. Elle a rapidement gagné le respect de ses collègues et, en raison du besoin croissant, McMillan a été chargée de la formation de 200 aides à la reconstruction, puis elle a été promue comme superviseur du département de physiothérapie. Après la guerre, l'hôpital Walter Reed devait être démantelé, mais McMillan et ses collègues ont voulu profiter de l'élan de la guerre pour préserver les ressources qui avaient été développées, puis s'assurer que le groupe d'aide à la reconstruction soit maintenu. Ils ont donc formé l'American Women's Physical Therapeutic Association et, en 1921, McMillan a été nommée présidente de cette association. Mary McMillan a consacré sa vie à la promotion et à l'avancement de la physiothérapie, laissant un héritage durable dans le domaine. Désormais nommée l'American Physical Therapy Association, l'association qu'elle a aidé à fonder décerne chaque année le Mary McMillan Visionary Leader Lecture Award, sa distinction la plus prestigieuse, à un physiothérapeute dont les contributions ont significativement influencé la profession. En tant que pionnière, Mary McMillan a non seulement ouvert la voie à des générations de physiothérapeutes, mais elle a aussi transformé la manière dont le mouvement et la rééducation sont perçus dans le soin des patients à travers le monde. Bon, vos recherches touchent plusieurs domaines et si je ne me trompe pas, vous êtes dans le Centre intersectoriel en santé durable. Pouvez-vous me parler un peu sur comment vos travaux s'intègrent-ils avec les centres? Une des choses qui est importante chez l'athlète, c'est de comprendre la complexité des facteurs qui vont l'entourer. Donc, quand on veut, par exemple, améliorer son entraînement, il ne faut pas juste penser qu'en modifiant l'entraînement, ça va se voir automatique sur sa performance parce qu'il y a toutes sortes de facteurs autour de lui qui vont jouer, comme sa nutrition, son sommeil, tous les acteurs qui vont, son équipe de soutien, le nutritionniste, le médecin, le physiothérapeute. Donc, souvent, quand on va faire un projet, bien, ça va être encore plus intéressant de pouvoir toucher à l'ensemble des facettes. Donc, quand je crée un projet, puis si je repars du départ, là, quand je crée un projet, premièrement, pour convaincre l'athlète, bien souvent, on ne doit pas juste convaincre l'athlète, on doit convaincre tout le monde autour.
son entraîneur, sa préparatrice physique, sa physiothérapeute. Et là, c'est ce qui va souvent amener la co-création du projet. Donc, je pense à un projet comme chercheur que j'essaie d'être avec un impact direct sur l'athlète. Puis après ça, bien, ça va me permettre de le présenter, mais là, après, d'en parler avec toute son équipe pour voir, OK, comment on peut ajuster le projet pour que ça soit encore plus appliqué dans la réalité terrain, puis que ça rejoigne tout le monde. Donc ça, c'est d'une part pour considérer l'ensemble des facteurs, puis de l'autre, bien, les projets qui sont encore plus intéressants selon moi, c'est quand on réussit à aller chercher différentes expertises pour aller chercher un projet qui est le plus complet possible. Donc, par exemple, on a un projet actuellement avec une étudiante de doctorat qu'on essaie de développer avec une équipe de hockey où on veut, oui, suivre les tests physiques sur un an, mais on veut aussi s'intéresser aux aspects psychologiques de l'athlète. On veut faire un suivi nutritionnel sur un an. Puis ça, c'est en développant les différentes collaborations avec l'équipe qu'on embarque, mais aussi avec l'ensemble des experts. Donc, nous avons parlé de plusieurs athlètes avec qui vous faites vos recherches, mais comment vous trouvez ces athlètes? Ça dépend toujours des projets de recherche. Donc, il y a des projets de recherche, des fois, on va dire pour des athlètes, mais en réalité, on va recruter des personnes qui s'entraînent beaucoup. Parce que quand on parle d'athlète, on peut avoir différentes classifications. Là. Ouais. On s'entend que quand on dit athlète, c'est pas tous des membres de l'équipe nationale. Donc, quand on veut avoir juste des personnes qui ont un certain niveau d'entraînement, qui ont un certain bagage en entraînement pour avoir une réponse, mais ça peut être un recrutement général comme pour n'importe quel projet, c'est-à-dire qu'on va faire une fiche de recrutement qu'on va partager dans les courriels de l'université ou qu'on va envoyer directement dans les clubs sportifs en disant « Voici le projet de recherche qu'on fait et on veut que vous vous entraîniez minimum 6 heures par semaine, que vous ayez telle ou telle expérience. » Donc ça, c'est des projets souvent qui vont aller chercher des personnes à différents endroits. Après ça, on a certains projets qui sont plus ciblés. J'ai une étudiante qui a développé un projet qui a été directement, exemple, avec l'équipe nationale ou avec les équipes relève. Puis là, à ce moment-là, souvent, bien, c'est là où on va rencontrer toute l'équipe de soutien parce que là, on développe le projet pour l'équipe. Là, tout le monde doit être d'accord pour que ça soit appliqué. Donc, ça dépend vraiment de ce qui va être fait. Des fois, oui, on va être approché pour dire qu'on... puis là, souvent, c'est des subventions qu'on appelle synergiques. Donc, la fédération sportive va identifier un besoin de ses membres. Puis après ça, vont contacter les chercheurs en disant « Nous, voici la question de recherche qui nous intéresse. » Et là, on aurait un financement pour développer un projet autour de cette question-là. Donc, je dirais que ça peut venir un peu de partout, là. Pour les athlètes, est-ce qu'ils sont généralement réceptifs? Comment ça marche? Bien, je pense que c'est là où mon expérience comme athlète vient aider pour comprendre c'est quoi leur réalité. Quand je monte un projet de recherche, j'essaie toujours d'avoir en tête c'était quoi mon expérience comme athlète, puis comment faire pour que ce soit le plus appliqué possible pour eux. C'est-à-dire que si leur objectif, c'est de gagner une médaille, puis qu'une différence de 1 à 2 % fait une différence, bien, on va essayer de mettre de l'avant qu'on peut les aider à atteindre ça. Puis si c'est pas cet objectif-là, mais que c'est pour leur... En fait, c'est toujours se rappeler, eux, c'est quoi leur objectif, puis comment on peut les aider à s'approcher de cet objectif-là et pas juste, on a une question de recherche, mais on ne considère pas comment ça peut vous servir. Une chose que je trouve tellement difficile, comme une collègue chercheur, c'est de vraiment partager nos recherches, nos résultats avec le grand public. Oui. On a vu comment votre recherche peut aider le grand public, mais comment le montrer? Comment montrer le résultat de nos recherches au grand public? En réalité, je pense que... Puis, tu sais, quand je réfléchissais à qu'est-ce que je veux changer, je pensais au financement, parce qu'on veut passer plus de temps sur la recherche, mais c'est souvent la vulgarisation où là, exemple, OK, on veut publier parce qu'on veut avoir du financement. Donc là, on va prioriser la publication de la rédaction de l'article, par exemple, ou les congrès. Puis là, la vulgarisation, c'est souvent ce qui va arriver après parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Mais effectivement, si on veut que ça soit applicable sur le terrain puis que le monde l'utilise, bien, il faut prendre ce temps-là. Je dois dire que j'ai tendance à faire plus la vulgarisation pour les athlètes, c'est-à-dire que quand on développe un projet de recherche avec une équipe, par exemple, ou avec des athlètes, bien après ça, c'est de faire, OK, voici tout, nous, on a toute une base de données, mais voici qu'est-ce que vous,
vous pouvez utiliser. Donc, votre athlète a telle consommation maximale d'oxygène, votre puissance aérobie maximale. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça à l'entraînement ou est-ce que la technique du préconditionnement ischémique a marché ou pas pour vos athlètes? Puis là, bien, des fois qu'on est dans un groupe, on va dire, bien, un article, ce qu'on cherche, c'est le P significatif. Mais avec des athlètes, s'il y a un athlète qui réagit mal à une technique, on va pas dire « Ah, mais le P est significatif ». On va dire « Mais cet athlète-là, ben ne fait pas cette technique-là parce que ça va pas t'aider la journée de la compétition. » Donc, concrètement, avec les équipes, souvent, ça va plus être de partager, avec l'accord, bien sûr, toujours de l'athlète, de partager des résultats individuels qui vont guider l'entraînement au jour le jour. Bien, c'est sûr qu'il faut prendre le temps. Puis des fois, ça va être aussi de viser pas juste les gros congrès avec des chercheurs, mais par exemple, des cafés scientifiques avec les entraîneurs qui vont pouvoir poser des questions un peu plus directes. Puis là, ça nous oblige aussi à travailler comment on explique la technique. Puis là, c'est là que les questions vont ressortir de « Oui, mais est-ce que ça va faire une différence? Comment les athlètes vont percevoir ça? » Quelle est votre plus grande source de fierté dans votre carrière? En fait, c'est sûr que là, ma carrière est encore jeune parce que ça fait 3 ans que je suis professeure, dont 1 an en congé de maternité. Donc, je dirais que pour l'instant, la subvention Jeune Leader de la Chaire de recherche en santé durable, ça a été une de mes plus grandes réussites parce que ça a été mon premier financement plus important à l'externe. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était une grande fierté. Donc, comme une chercheuse, c'est quoi ta chose favorite dans la recherche? Je dirais que ce que j'aime le plus faire, c'est sûr que c'est sur le terrain, vraiment en lien avec la recherche. Fait que, comme je l'ai dit tantôt, initialement, d'être athlète, de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la machine humaine, c'est ça qui m'a tout le temps motivée à continuer par la suite en recherche. Fait qu'à partir du moment où là, j'ai un étudiant qui développe un projet, qu'on peut se poser des questions, puis aller sur le terrain, rencontrer les athlètes, rencontrer les entraîneurs, puis là, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça agit, c'est vraiment là mes moments favoris. Après ça, là, il faut écrire, c'est moins ça qui me tente, mais vraiment, là, quand le projet est en cours, puis que là, on est en réflexion, puis qu'on monte le projet. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent suivre une carrière comme la tienne, en kinésiologie, par exemple? Je pense que je synthétiserais ça en 2 points, soit s'impliquer, puis suivre ses passions. C'est sûr que ces 2 éléments-là, pour moi, ils vont ensemble. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, bien, automatiquement, on va s'impliquer davantage. Donc, si à partir du moment où on va rencontrer des défis, si ce qu'on est en train de faire, ça ne nous intéresse pas vraiment, bien là, c'est facile de dire « Ah, ça, j'aime vraiment pas ça, ça m'intéresse pas », alors que quand ça nous passionne, bien, on va tout le temps se donner à 110 % dans ce qu'on fait, puis on va rester motivé, même quand il y a des points négatifs qui vont arriver ou des défis. Donc, je dirais, c'est ça. Allez-y selon vos intérêts. Avez-vous quelques conseils un peu plus pratiques? Quoi trouver, quoi chercher pour entrer dans la kinésiologie? Premièrement, j'irai avec... parce que, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, à partir du moment où quelqu'un va avoir un profil en recherche, on va dire « Ah, c'est important tout de suite de faire des demandes de bourse, de faire tel ou tel parcours, parce que sinon, ça ne marchera pas pour la suite, les demandes de financement. » Et là, je trouve qu'il y a une particularité en performance sportive parce que moi, quand j'ai fait mon bac, je ne savais pas que je voulais faire une maîtrise. À la fin de mon bac, j'ai trouvé l'emploi que je voulais comme préparatrice physique avec des athlètes. Puis là, finalement, en organisant un congrès, j'ai rencontré des chercheurs. Hop, finalement, la recherche, ça m'intéressait. Quand j'ai fait ma maîtrise, je ne savais pas nécessairement que je voulais faire un doc, même que ça ne m'intéressait pas parce que je pensais juste terrain, application. Et finalement, bien là, je suis rendue professeure puis je ne réussis pas à m'arrêter là, de chercher. Finalement, ce que je veux dire avec ça, c'est de garder les portes ouvertes, de s'impliquer, même si on ne veut pas tout de suite être professeur ou on ne veut pas nécessairement aller en recherche. Je pense que c'est important d'être curieux. Des fois, on rencontre une personne puis on se dit... Ça ne va pas nécessairement déboucher sur un emploi, mais si vous vous impliquez dans ce que vous faites, puis si vous êtes passionné, bien, peut-être que cette personne-là, vous allez la recroiser. Fait qu'autrement dit, concrètement, des trucs, impliquez-vous, puis quand vous impliquez, faites-le avec passion, puis pas en étant là en reculant. Et si on pense à l'avenir, oui, pour les futurs, quels sont vos plans? En fait, c'est sûr que je veux continuer sur la thématique du préconditionnement ischémique puisque c'est ce qui a été au centre de l'ensemble de mes... en fait, dans laquelle j'ai développé mon expertise. Mais de façon générale, je veux aussi m'intéresser à
l'optimisation de l'entraînement de façon générale, que ce soit en lien avec la prescription et avec un intérêt marqué pour la différence entre les sexes. Parce que dans la physiologie de l'exercice, il y a beaucoup d'études qui ont été faites uniquement chez les hommes ou avec quelques femmes, mais qui ont été, traitées dans le même groupe, alors qu'on sait que physiologiquement parlant, on va avoir des différences entre les sexes et ça, parfois, ça peut influencer la façon qu'on devrait prescrire l'entraînement. Donc, c'est un peu de revenir à la base puis là, essayer d'aller voir, OK, comment on peut mieux comprendre les réponses à l'entraînement, mais en considérant ces différences-là pour avoir une prescription qui est encore plus individualisée. OK, donc merci pour votre temps, Madame Pénélope, et merci pour être là avec Lumière sur les femmes en sciences. Merci. Manon Simard est une ancienne athlète de niveau international qui a contribué au développement du plus important programme de sport universitaire francophone en Amérique. Simard découvre le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal à l'âge de 10 ans lors d'un camp d'entraînement en natation. C'était le début d'une longue et passionnante relation avec cet établissement où elle connaîtra une carrière exceptionnelle en tant que nageuse avec les Carabins et Équipe Canada. Elle devient la première femme à intégrer un programme sport-études en 1986 au cégep Édouard-Montpetit. Simard est diplômée du baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal et de la maîtrise en gestion, profil ressources humaines du HEC Montréal. En 1995, elle prend en charge la coordination des activités des Carabins et participe activement à leur développement. En plus d'avoir été chargée de cours après sa maîtrise, Manon Simard gravit les échelons du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal grâce à son leadership inclusif et collaboratif. Depuis 1995, Manon Simard a joué un rôle clé dans la relance et l'essor des Carabins, qui sont devenus le plus grand programme de sport universitaire francophone en Amérique. Partie d'une équipe de moins de 50 athlètes, Manon Simard contribue à bâtir une organisation qui compte aujourd'hui 23 équipes de compétition et plus de 500 sportifs de haut niveau. En fonction depuis le 1er octobre 2020, Simard devient la première femme à occuper le poste de directrice générale du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal. Manon Simard est une figure incontournable du milieu sportif où elle s'investit activement depuis de nombreuses années. Elle siège sur plusieurs comités et conseils d'administration, notamment auprès des U-Sports, du Réseau du sport étudiant du Québec, de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec et d'excellence sportive de l'île de Montréal. En reconnaissance de son engagement, Manon Simard a été nommée Femme de mérite 2016 dans la catégorie Sport et mieux-être par la Fondation Y des femmes. Évoluant dans un milieu largement masculin, Manon Simard s'est imposée par son leadership et a su gagner la confiance de ses pairs tout en ouvrant des portes pour les étudiantes athlètes. Femme de vision, Manon Simard a su, par sa détermination et son engagement, laisser une empreinte durable dans le monde du sport universitaire.